On est monté progressivement des langages vers les modèles et je vais aller encore un cran plus loin en vous parlant de Model-Based System Engineering cette fois-ci et voir les liens qu'il y a avec le HPC. Donc, pour dire tout de suite, je suis un informaticien, je suis un geek et mes slides sont générés et ils sont disponibles si vous voulez photographier, vous tombez sur le site. Ça, c'est pour situer tout de suite l'ambiance. Les problèmes avec ma présentation, il y en a un qui n'est pas un problème, c'est que les slides sont en anglais, mais j'ai vu qu'au travers de toute la journée, c'était le cas de mes autres camarades. Je ne suis pas un spécialiste d'HPC, et je suis venu là plus apprendre après tout que proposer des choses. Je ne connaissais pas l'audience, je pense avoir, au travers des interactions, avoir une petite idée, j'espère que j'ai eu le temps d'adapter à peu près mes slides à l'audience. Et puis voilà, je suis le dernier à parler. Alors c'est un problème pour moi parce que je vais peut-être pas avoir le temps de discuter autant que j'aurais pu le faire avec les gens dans la journée si j'avais présenté ce matin. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et ça va me permettre de rebondir sur certaines choses qui ont été dites avant. Donc finalement, c'est pas une si mauvaise situation. Alors, de quoi je vais vous parler? Donc l'idée, c'est de je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il y a un certain nombre de liens entre le HPC et puis les technologies langage et modèles qui ont eu du succès. On a vu beaucoup d'exemples de DSL assez réussis, notamment avec les exemples de ce matin. Au travers des talks de ce matin, il y a encore des challenges à adresser, mais il y a des choses qui sont en bonne voie, comme les compositions de ces fameux langages, et puis ce que certains ont appelé composition et que moi je vais plutôt appeler collaboration et voire globalisation. On en a parlé ce matin avec l'initiative GEMOC. Et puis, donc ça c'est du point de vue du HPC et des DSL. Moi je voudrais m'éloigner on a beaucoup parlé code, on a beaucoup parlé Fortran, on a beaucoup parlé C++, on a parlé DSL, donc on a parlé langage, le L de DSL, et moi je voudrais qu'on parle un peu de modèles dans cette présentation-là. Donc je vais essayer de voir les parallèles. Partir de ce qu'on appelle les DSL à ce qu'on appelle l'ingénierie des modèles. Le talk de David juste avant a tout à fait introduit mon propos, je pense. Et puis par contre, quelque chose qu'on n'a peut-être pas tout à fait adressé, c'est et qui, moi, plus je regarde, plus je baigne dans le milieu du HPC, plus je trouve des parallèles avec ce qu'on appelle les systèmes, au sens où nous, à Toulouse, par exemple, on appelle un système, c'est-à-dire un avion, un satellite, des choses comme ça, des choses qui sont complexes à construire par le nombre de domaines qu'il nécessite d'interagir. Donc c'est un peu ça le propos de ce talk, c'est de voir quelles leçons on peut tirer de l'utilisation de l'ingénierie des modèles qui prend de plus en plus le pas dans l'ingénierie système pour voir l'application que ça peut avoir avec le HPC. Donc l'ingénierie système, c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser les modèles comme point central du développement. L'ingénierie système actuellement, c'est fait avec des documents. On transporte des documents d'une phase d'analyse à une autre, d'une phase de développement à une autre. Et l'idée du MBSE, c'est de remplacer ces documents par des modèles et puis de faire en sorte que les documents qui sont nécessaires et qui seront toujours nécessaires, ne serait-ce que par exemple pour les organismes de certification, soient tout simplement générés comme un autre artefact, comme le code ou ces choses-là. J'ai volontairement réutilisé des slides de Bombardier Transportation, donc c'est pas les avionneurs, là c'est les trains avec qui on collabore, et je trouvais le slide pas mal. D'où le titre de la présentation. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que le HPC c'est simplement une application comme une autre qu'on pourrait faire du MBSE? Et bon, je suppose que tout le monde dans la salle pense que non, et je vais être assez d'accord avec vous à la fin. Donc je vais rapidement passer sur pourquoi je pense que le MBSE est utile, parce que je pense que vous serez assez convaincus. Je vais parler d'expérience personnelle. Je pense que c'est plus intéressant d'aller sur la pratique. Il y en a une qui vient juste d'être présentée. Donc celle-là, j'en parlerai pas beaucoup, mais je vous parlerai d'autres. Et puis, oui, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'on a été invité par des biais différents. C'était assez rigolo de se retrouver, par exemple, Jean-Marc Jézéquel, avec qui je collabore pas mal, David, avec qui on avait fait la thèse qui a servi principalement de base à ce qui a été présenté. Et donc c'était quand même assez consistant que les organisateurs
nous retrouver ici. Je vais parler donc des directions futures dans lesquelles on est engagé. Quand je dis nous, c'est un peu les informaticiens qui travaillent sur l'ingénierie des modèles. Et puis j'ouvrirai encore plus le scope sur des discussions. Je voulais juste remercier Isabelle Parcier qui m'a invité. Je voulais juste rappeler que tout ça, c'était pas des choses que je faisais tout seul dans mon coin. Et je vais commencer tout de suite le propos. Donc, si on veut s'intéresser à pourquoi le MBSE est utile, il faut d'abord parler de ce que c'est que le Model Driven Engineering. On l'a un peu évoqué. Le Model Driven Engineering, ça implique de se poser la question de ce que c'est qu'un modèle. Ça a aussi été évoqué, donc je vais aller assez vite. Je commence par mon slide, mon sempiternel slide, pour ceux qui m'ont déjà vu présenter. Si on cherche sur Google, qu'est-ce qu'on trouve comme modèle? Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est pas... J'en ai fait une version soft, mais c'est ça qu'on trouve quand on cherche sur Google. Ce que c'est qu'un modèle, bon, ça c'est fait. La plupart des gens dans ma communauté, quand on dit modèle, on voit des boîtes et des traits et des choses comme ça, on voit des dessins. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tant qu'enseignant, j'essaye de faire comprendre à mes étudiants qu'un modèle, c'est pas juste un dessin. Et donc, comme dans mon speech, je vais parler de modèle, moi, en fait, je vais parler de ça. C'est-à-dire les éléments, quand je vais dire model driven engineering, je vais dire, voilà, on a des éléments de modèle qui sont accessibles, qui sont manipulables pour faire de la transformation, pour faire de la comparaison, y compris pour faire des dessins, éventuellement. Si on veut faire de la représentation graphique de choses, hein, donc, c'est pas une critique que je fais, hein, c'est simplement pour vous rappeler que voilà, quand on va pas opposer les gens qui dessinent avec les gens qui programment. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir, quand on dit qu'on va baser les développements sur les modèles, ou quand on va baser la génération de code ou le développement de systèmes sur les modèles, on veut dire qu'on va formaliser les choses suffisamment bien et de manière suffisamment précise pour pouvoir faire tout un tas de choses avec ces éléments de modèles bien précis. Donc voilà, pour moi c'est ça un modèle. Je ne donne pas des définitions formelles, mais et alors la réflexion qu'on mène depuis 1 ou 2 ans avec certains collègues, notamment à l'IRISA, c'est de faire le parallèle qu'il y a entre les gens qui font du modèle au sens scientifique, on en a vu tout à l'heure avec la météorologie, etc., avec les gens qui font des modèles au sens où nous on l'entend, c'est-à-dire l'ingénierie des modèles. Et je continue, la journée m'a un peu encore donné raison malheureusement, je continue à trouver très dommage que les communautés soient aussi cloisonnées. J'ai l'impression, on voit des physiciens qui essaient de manipuler des modèles avec des technos qui, d'un point de vue de gens qui pensent savoir manipuler des modèles, datent d'une certaine façon, pour dire ça poliment, et inversement. Nous, en ingénierie des modèles, on manipule des modèles alors qu'il y a des gens qui font ça depuis beaucoup plus longtemps que nous, puisqu'ils font ça depuis avant l'arrivée de l'informatique. Et on n'essaie pas d'apprendre de leur expérience. Et ce genre de journée, je trouve, va tout à fait dans ce sens, de rapprocher ces communautés, de faire bien savoir ce qui est disponible du côté de l'ingénierie des modèles, ce que les gens qui font des modèles ont besoin comme outil, etc. Donc je trouve que c'est tout à fait intéressant ce genre de journée. Pourquoi on fait ce distinguo? Je vais caricaturer, j'espère que personne ne sera offensé, mais grosso modo, qu'est-ce que l'on entend nous par modèle scientifique? Voilà, c'est plutôt les modèles mathématiques, MATLAB, tels qu'on les a vus au travers de la journée, versus quand nous on dit un modèle d'ingénierie, on pense plus diagramme de classe, machine à état, ce genre de choses. Au niveau des outils, la plupart du temps dans les modèles scientifiques, c'est du scripting, c'est des choses où on va manipuler les modèles plutôt comme des entrées-sorties de boîtes. Plutôt par des composants, où nous, en ingénierie des modèles, on va vraiment avoir de l'outillage, on l'a vu au travers des présentations. Il y a une autre spécificité qui souvent fait qu'il y a des différences, c'est que dans les modèles scientifiques, la plupart du temps, on essaie de partir de la réalité et puis de faire une abstraction pour représenter au mieux quelque chose qui existe, pour en faire des simulations, pour en tirer des conclusions, des hypothèses, des prédictions, etc. Alors que dans les modèles d'ingénierie, bien souvent, l'idée c'est de construire quelque chose qui a priori n'existe pas au préalable. Donc il y a ces deux aspects qui semblent... Alors c'est de moins en moins vrai. Enfin, la différence est de moins en moins vraie, puisque quand on parle de modèles scientifiques, de plus en plus les modèles scientifiques ils peuvent parler de quelque chose qui n'existe pas, qui est quelque chose qu'on aimerait, un modèle, je ne sais pas moi, économique pour sauver la planète, voilà, ça n'existe pas encore, on essaie de le construire. Et inversement, quand on fait des modèles d'ingénierie, on part jamais d'une feuille blanche maintenant.
Donc c'est pas vrai qu'on parte systématiquement de quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, de mon point de vue, les deux mondes se rapprochent. Bon, juste une petite définition où il y a des mots-clés qui interviennent. La productivité, on en a parlé. Maximiser la compatibilité entre systèmes avec la réutilisation. On a parlé beaucoup de ça dans la journée, donc c'était consistant. Je vais passer assez vite sur les outils parce qu'on en a parlé dans la journée. On a vu beaucoup de... Encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est beaucoup tourné autour du scripting, les outils actuels pour les gens qui font du système, du modèle scientifique. Là où nous, on utilise plutôt des environnements prévus pour ça et qui sont bien faits pour ça. Et donc, qui facilitent un petit peu le travail. J'ai piqué les slides de Jean-Marc. Donc, on les a vus ce matin, je vais les passer. Mais c'était une illustration de cette richesse des différents langages. Et puis, on en a parlé ce matin. Dans notre communauté, on peut utiliser différents types d'outils pour faire des DSL. On peut partir de couteaux suisses qui savent tout faire et puis les utiliser, ou on peut faire des outils spécifiques. Ça aussi, on l'a vu ce matin. Donc je passe sur ces slides-là. La définition de tous ces éléments de modèle, elle est fortement utilisée, enfin pas fortement utilisée, l'ingénierie système envisage de plus en plus d'utiliser ces technologies-là pour développer les systèmes, pour des raisons qui sont les mêmes, de mon point de vue, que celles du HPC, c'est-à-dire pérennité des codes, nécessité d'avoir de la facilité à gérer la variabilité, l'évolutivité, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là ? Oui, j'avais donné des titres à mes présentations. Le premier, c'était d'éviter de tuer la planète, donc, parce que c'était des expériences qu'on menait avec le CEA à Bordeaux, donc ça a été présenté, je ne reviens pas dessus. C'était une expérience intéressante. Effectivement, il faut rappeler que c'était une expérience qui a commencé en 2009 ou... David, je ne sais plus, mais 2007. Donc c'était vraiment non, c'était pas le balbutiement, c'était des technologies relativement éprouvées au sens, voilà, on savait que faire des langages indépendants des plateformes pour pouvoir générer des codes spécifiques aux plateformes, c'était acquis. On savait juste pas nécessairement comment faire. Donc il faut ramener ça à cette époque-là. Donc je passe sur ce qui a été présenté et les codes sources n'étaient pas disponibles. La deuxième application qu'on a fait récemment autour de cette activité de création de DSL, c'est un peu moins classique dans nos domaines aéronautiques, simulation nucléaire ou autre. C'était des fermiers, tout simplement. Donc c'est une collaboration avec l'INRA. Alors il y a eu des questions tout à l'heure sur le temps d'investissement. Donc c'est la création d'un DSL graphique qui permet à on a simulé, on n'a pas vraiment fait jouer des fermiers mais qui permettrait à un fermier de décrire son activité, comment est constituée sa ferme, c'est quoi le modèle de ses... c'est pas c'est quoi le modèle de ses plantes, mais de décrire quelles plantes il cultive, justement, en bénéficiant de toute une librairie de modèles de croissance sur étagère. La création de ce DSL graphique-là, c'est 24 heures de temps homme. C'est tout. Y compris la discussion avec le domaine qu'on ne connaissait pas, et puis la réalisation outillée de quelque chose qui permet, suite à la description, avec un couplage texte et graphique, il y a aussi des questions sur ça. Ça c'est important, hein, de plus en plus la demande est de coupler les deux. Donc ça c'est 24 heures. Bien évidemment ça n'a absolument aucun rapport avec le niveau de code qu'on a fait dans l'expérience précédente, mais c'est pour vous montrer le côté beaucoup plus accessible. Hein. Ça, c'est une expérience qu'on a fait il y a 6 mois. Excusez-moi. Et juste pour relater ce qui était difficile et qu'on n'a pas réussi à faire dans cette expérience-là, c'est faire exprimer à l'utilisateur ses besoins. Ça paraît bizarre parce que... Donc, lui faire exprimer son domaine, lui faire exprimer les comportements des choses qu'il manipule. Tout ça, c'était assez facile de lui faire un DSL qui lui parle. Quand on a voulu comprendre ce qu'il voulait faire avec tous ces modèles une fois qu'il les avait faits, en l'occurrence, là, c'était juste obtenir un calendrier de ses tâches dans l'année. Quand est-ce qu'il doit planter ci, quand est-ce qu'il doit cultiver ça. Ça, c'était facile à comprendre, mais c'était très difficile de faire un DSL. On n'a pas réussi à faire un DSL qui lui aurait permis de faire lui-même cette description. On l'a juste comprise et on l'a juste intégrée dans nos outils de transformation pour générer automatiquement le calendrier. Mais on aurait aimé que
cette génération de calendrier parte d'une description qu'il aurait faite lui tout seul. Et ça c'est difficile. Donc voilà, le couplage graphique textuel, si on modifie la taille d'un champ au niveau textuel, ça agrandit le champ au niveau visuel, etc. Tout ça c'est couplé, ça marche bien. Et là par contre dans cette deuxième expérience, les codes sont en open source, ils sont téléchargeables. Je passe un peu vite parce que vous aurez les slides et donc je me permets de passer vite sur... Donc les technos qui sont impliqués, c'est des technos de modélisation, EMF on en a déjà parlé, il y a des outils graphiques qui permettent de faire ce genre de DSL graphique. Et puis, il y a des outils qui marchent très bien pour les DSL textuels. Et je reviens sur cette initiative GMOC parce qu'elle est très ouverte justement aux gens qui font du scientifique ou qui font des modèles. Donc, il n'y a pas besoin d'être un expert en ingénierie des modèles pour rejoindre l'initiative. L'idée, c'est vraiment de justement travailler sur la globalisation des modèles avec notamment, par exemple, des sémantiques différentes en termes de ce que veut dire les modèles. On en a parlé ce matin. Les résultats, si vous voulez, ou les conclusions qu'on peut tirer de ces expériences, c'est que, enfin, personnellement, que moi je tire personnellement de ces expériences, c'est le facteur humain qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Il y a une résistance au changement qu'il faut presque intégrer dès le départ à la définition des choses. Il y a quelques problèmes techniques, je viens d'évoquer celui qui moi m'intéresse le plus de résoudre dans les prochaines années là, qui arrivent. On ne peut pas dire que l'HPC est juste une application du MBSE, il y a des spécificités. Alors je ne comprends pas pourquoi je ne les ai pas. Il me manque quelque chose dans mes slides. Oui, c'est ça. Donc voilà, de mon point de vue, ce qui est assez spécifique au HPC, il y a eu une image, je ne sais plus qui a présenté ça, je m'en excuse. Il y avait la physique qui était un tout petit rectangle blanc au milieu d'un gros rectangle qui était le numérique, et puis il y avait le parallélisme, je crois, qui entourait tout ça. Et il y a une très forte... en termes de système complexe, le HPC, de mon point de vue, il est très intégration verticale, comme ça, avec des niveaux d'abstraction. Alors que dans du MBSE classique, comme on l'entend, si on pense au développement d'un avion par exemple, on va avoir beaucoup plus de collaboration, que moi j'appellerais horizontale, avec des physiques, avec des domaines, par exemple l'électronique, avec l'hydraulique, etc., qui viendraient avoir des problèmes d'intégration, mais qui seraient plus à un même niveau d'abstraction. Enfin, c'est une interprétation et je serais intéressé par avoir vos retours sur ces idées-là. Et puis, les domaines, si on considère cette intégration verticale, les domaines sont quand même relativement proches. Je ne veux pas dire qu'un physicien est censé comprendre les notions de parallélisme, mais c'est des domaines qui sont relativement proches en termes d'habitude de travail ou d'habitude de développement ou de choses qui sont déjà faites à la main. Donc du coup, quand on veut passer à de l'automatisation, on peut estimer que le gap est moins difficile que dans certains autres domaines, comme celui du MBSE en général. Donc de mon point de vue, les leçons que je tire de la tentative de rapprocher l'ingénierie des modèles tels que moi je la pratique avec les modèles scientifiques tels que les gens les pratiquent, c'est que le gap est de plus en plus court. Je pense que des journées comme celle-ci le montrent quand même assez bien. Je pense que les deux mondes sont matures. Ce que je veux dire par là, c'est que l'environnement de la modélisation scientifique est demandeuse et est prête à utiliser des outils modernes de manipulation de modèles. Et de notre côté, l'ingénierie des modèles, les outils sont suffisamment matures pour aller adresser des problématiques qui n'étaient pas les leurs au départ. Et je pense que ce qu'il faut beaucoup plus, c'est de la collaboration entre ces deux mondes presque, ces deux communautés. Ce qui reste comme challenge, c'est de travailler sur des transformations qui font sens ou qui sont relevantes en anglais, qui sont adéquates. Et ça, c'est plus compliqué. J'ai essayé d'en faire un exemple tout à l'heure, parce que ça demande de bien comprendre le domaine. Et donc, pour l'instant, il y a encore quand même une nécessité d'utiliser les experts de l'écriture de transformation pour arriver à faire les choses proprement. Moi j'y crois au bouton sur lequel on peut appuyer. Il y a des gens qui font du COBOL par exemple. Il y a un gros business autour de COBOL. On prend un programme COBOL et on veut un programme Java. Il y a des expériences qui montrent que, bon, évidemment, avec certaines limites et dans certaines conditions, on peut complètement appuyer sur un seul bouton pour obtenir
du reverse engineering de COBOL et puis ensuite générer du Java. Donc moi j'y crois, David. Mais bon, je baigne pas dans la réalité peut-être. C'est la différence. Il y a beaucoup d'efforts sur les imports-exports entre outils. Ça reste encore, de mon point de vue, encore trop de l'import-export. C'est pas vraiment du collaboratif. Sur ça, autant on est bon sur Git. On a vu Git sur pratiquement chaque présentation. Git, ça marche très bien pour le code. David l'a exprimé. C'est compliqué à faire au niveau des modèles. C'est quoi l'unité de diff en fait, grosso modo. Et du coup, la collaboration entre outils, c'est encore quelque chose qui reste à développer. Heureusement, les organismes de normalisation, par exemple, autour de nos normes à nous, là, UML par exemple, pour que tout le monde doit connaître, voilà, les efforts qui sont en train d'être faits ne sont pas au sens de développer encore plus le langage, mais de faire en sorte que les outils parlent tous à peu près la même chose et soient encore plus interopérables qu'avant. Il y a des gros challenges en ce moment sur l'animation de modèles. Excusez-moi. Donc, je mets dans animation tout ce qui est exécution, simulation. Parce que bien souvent, les gens disent je fais de l'exécution de modèles. En fait, ils font que les animer un peu graphiquement pour qu'on les voit tourner, entre guillemets. Donc, je mets un bémol. Alors, c'est de moins en moins vrai ce que je dis. Il commence à y avoir des vrais outils d'exécution de modèles parce qu'on commence à avoir des vraies sémantiques derrière les dessins, si on veut, ou les éléments de modèle. Donc ça c'est pas mal, mais ça reste encore un challenge sur comment on articule ça avec la simulation et les tests physiques. Et puis de mon point de vue, il manque, mais ça c'est presque, ça va peut-être vous dépasser un peu, mais je ne sais pas si dans les modèles scientifiques que vous manipulez, vous avez ce sentiment-là, mais bien souvent, on sait modéliser, mais on prend du temps pour modéliser, mais on prend moins de temps pour donner toutes les informations qu'il faut autour de ce modèle qu'on vient d'écrire pour qu'il soit utilisable par les autres, pour qu'on comprenne ce qu'il fait, pour qu'on ait une information sur ses limitations, ses contraintes, etc. Il manque pour moi une espèce de langage qui permettrait de manipuler des modèles, pas au sens transformation, mais au sens manipulation, savoir ce qu'ils savent faire, savoir ce qu'ils savent, par qui ils ont été faits, dans quel but, etc. Et ça aiderait, je pense, au problème que j'ai cité précédemment. Il y a quelque chose sur lequel j'ai pas eu le temps de poser de questions parce que le temps des questions était court, mais j'ai beaucoup aimé il y avait une limitation du cut and paste dans la présentation du physicien. Excusez-moi, j'ai pas retenu le nom. Et ça c'est vachement intéressant parce que dans toutes les ingénieries où les choses sont très carrées, où on a l'habitude de faire depuis longtemps la même chose, c'est très très difficile d'éviter le cut and paste. C'est parce que c'est le premier réflexe. Vous avez un nouveau problème à traiter, vous avez un nouveau logiciel à développer. La première chose que vous faites, vous regardez le dernier logiciel le plus proche que vous avez développé et puis vous coupez-collez le plus de choses possible. Et ça, c'est complètement antinomique avec la créativité, avec l'adaptation aux nouvelles technologies, que ce soit outillées ou nouvelles technologies tout court, pour faire de la créativité. Alors c'est un problème. Moi, je suis en relation avec des gens de EDF centrale nucléaire qui vous disent oui, on a du mal à faire pénétrer les innovations dans nos codes. On a l'impression que les codes de centrale nucléaire, c'est des choses auxquelles on ne touche pas pendant très longtemps et on ne veut surtout pas innover. Et non, au contraire, ils se rendent compte qu'ils perdent beaucoup à ne pas introduire de l'innovation. Voilà, ça c'est un peu la conclusion. Et puis j'ai aussi retenu, c'est l'avantage de parler l'an dernier, on peut adapter les slides. J'ai retenu l'idée alors c'était architectural design le terme qui était utilisé, mais du fait que on a besoin de plus que simplement transformer ou générer du code. J'ai beaucoup aimé le petit dessin des choses qui ne sont pas construites, alors qu'on attend justement aussi de l'aide sur la suite. Ça ne suffit pas de générer, il faut aussi en profiter pour, au passage, bien architecturer, bien agrémenté de tout un tas d'autres choses que j'ai appelées les added value, mais qui étaient bien illustrées dans ce talk. Pour élargir encore plus que ça, on est en train de traiter de l'utilisation des modèles pour monsieur tout le monde. Je crois que c'est Jean-Marc qui a dit qu'il faut être un ingénieur. Justement, ce serait quand même bien qu'on arrive à faire en sorte que les modèles soient utilisables par une autre population que simplement des ingénieurs. C'est pas encore mature, mais en tant qu'enseignant-chercheur, moi j'aimerais vraiment aller vers là, que ce soit pour de l'enseignement ou pour de l'appropriation auprès du grand public. Les modèles qu'on fait, c'est des modèles pour les développeurs.
Hein, UML, tous ceux qui ont regardé l'UML, c'est pas du tout fait pour l'utilisateur final, c'est fait pour les développeurs bien souvent. Et donc on ne peut pas construire ces applications, pour ceux qui se sont amusés à télécharger des applications sur leur smartphone, on les télécharge. Au mieux, on arrive à en coupler une ou deux, si on est un tout petit peu geek. Et pourtant, il y a tout ce qu'il faudrait pour... Il y a des applications basées web services qui marchent très bien et qui sont très intuitives pour assembler des choses. Pourquoi ne pas donner l'utilisation à des modèles qui seraient différents de ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, mais qui permettraient de faire des choses. Donc on travaille sur ce qu'on a appelé les what if, qui permettraient de faire de la prédiction, par exemple, de comportement à l'échelle des réseaux sociaux. Et puis on essaie aussi de lancer des initiatives sur l'utilisation des modèles pour le développement durable. Donc pas au sens du green computing tel qu'on peut tout de suite l'avoir en tête quand on lit ce genre de mots-clés sur un slide, plutôt au sens de utiliser les modèles pour faire en sorte que les développements qu'on produit favorisent le développement durable. Je ne sais plus ce que c'est sur la question. Donc j'ai pas focalisé que sur la question. Je me suis permis d'élargir sur tout un tas de choses que j'avais envie d'aborder. Donc je m'en excuse. Le gap entre les deux, j'en ai parlé, est de plus en plus petit. Et je trouve qu'il faut qu'on continue à cross-fertiliser entre les différents domaines. On peut amener de l'expertise, on est vraiment preneur. Hein. Tous les gens de ma communauté qui travaillent sur l'ingénierie des modèles, on serait tout à fait content de contribuer à la cosmologie ou à d'autres domaines comme ça qui nous sortiraient de nos domaines, soit web, soit embarqués dans les satellites ou d'autres choses. On a besoin de partenaires. Je vais finir par une boutade. J'ai été rejeté récemment sur un appel. J'avais monté un projet. J'étais embarqué dans un projet HPC. C'était un appel Chistera et voilà, on regrette une forme you, hein, la phrase classique, c'était pas mal, mais voilà, on n'avait pas assez de sous, donc vous n'avez pas été pris. Taux d'acceptation 9%. Et quand même des conclusions qu'on a sur ces appels, c'est que c'est difficile de vendre des projets de génie logiciel. Donc si dans vos projets plus pragmatiques et plus appliqués et plus dans le vent entre guillemets des thématiques poussées par soit H2020 soit l'ANR, si vous avez dans ces projets-là besoin d'ingénierie des modèles et dans lesquels on pourrait monter, voilà, c'est un petit appel personnel. Je vous remercie, n'hésitez pas à me contacter si on n'a pas le temps de discuter. J'ai mon avion qu'à 8h, donc je vais rester un peu, mais je pense que tout le monde va être un peu pressé de partir, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions que vous n'avez pas le temps de poser maintenant. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Alors voilà, avons-nous quelques petites questions pour terminer? Je repense à ton slide sur le cut and paste, ça tue la créativité. Et là, c'est une façon de l'éviter, mais j'imagine que j'ai à ma disposition un environnement pour fabriquer des modèles et des DSL, etc. Je pense que la première chose que je ferais, ça serait de faire un copy-paste d'un modèle vers un autre pour fabriquer un nouveau DSL. Alors ça, c'est une bonne remarque. Je disais pas que nous, on ne fait pas de copier-coller, mais je vais prendre un exemple d'outil qui n'est pas souvent cité. C'est des Bretons qui font ça chez nous, donc je suis content de les citer. Ils ont un outil pour faire des DSL où ils partent de zéro. C'est-à-dire ils partent pas du ML, ils font pas des métamodèles classiquement. Si vous utilisez des PowerPoint et de l'Excel, ils vont prendre vos PowerPoint et vos Excel. Et puis ils vont vous aider petit à petit à dire mais dans ce PowerPoint, cette patate c'est quoi? Ah, c'est un humain, d'accord. Donc hop, le concept d'humain vient d'apparaître. Et c'est quoi ce trait entre cette patate et ce carré? Ah ben, c'est un lien hiérarchique. Tac. Et donc les concepts se construisent au fur et à mesure. Et donc il n'y a pas du tout de notion de copier-coller. C'est relativement. Donc c'est tout à fait vrai ce que vous dites. On peut tomber dans les mêmes pièges et on le fait. On le fait classiquement. Alors est-ce que c'est et justement un des arguments d'utiliser plutôt le type d'outil que je viens de citer, c'est justement que on peut s'interroger sur le fait que d'utiliser systématiquement EMF, on a beaucoup parlé d'EMF, est-ce que c'est pas un frein à la créativité des outils qu'on peut produire pour l'ingénierie? C'est tout à fait pertinent ce que vous dites. Et nous, c'est par facilité, entre guillemets, qu'on utilise quasiment systématiquement, moi le premier, hein, quasiment systématiquement ces outils EMF, par l'outillage que ça permet d'avoir. Mais oui, il n'y a pas de raison qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers. Ouais, c'est une bonne remarque. Bien. Une petite dernière pour la route? Non, écoutez, merci encore Jean-Michel.